Dans les bureaux climatisés du palais présidentiel de Lomé, Faure Gnassingbé, 58 ans, président du Togo depuis 20 longues années, s'apprête à faire une annonce qui va bouleverser le destin de son pays. Ses conseillers l'environnement, visiblement nerveux, échangeant des regards inquiets. Dehors, la vie continue normalement, les femmes en pagne colorée vendent leurs légumes frais au marché d'Adaolato, les enfants jouent au football pieds nus dans les cours d'école, et les jeunes discutent politique avec passion dans les émigrants, ces minibus jaunes qui sillonnent la ville. Monsieur le Président, êtes-vous vraiment sûr de cette décision, demande son conseiller principal, Marcel Adjovi, la sueur perlant sur son front malgré la climatisation. Faure ajustait méticuleusement sa cravate bleue. C'est pour la stabilité du pays, Marcel. Le Togo a absolument besoin de continuité dans ces temps incertains. À 16h30 précise, la télévision nationale togolaise interrompt brutalement ses programmes habituels. L'hymne national retenu solennellement, suivi du générique officiel aux couleurs vert, jaune et rouge. Faure apparaît alors à l'écran, parfaitement droit dans son costume sombre. Mes chers compatriotes togolais, après une mûre réflexion et consultation des institutions compétentes, j'ai l'honneur de vous annoncer ma nomination au poste stratégique de président du Conseil des ministres. Cette fonction constitutionnelle me permettra de poursuivre inlassablement le service de notre chère nation avec une vision ambitieuse à long terme. Dans le salon modeste de Kofi Mansa, un enseignant dévoué de 45 ans habitant le quartier populaire de Bay, la stupeur s'installe comme un coup de masse. Sa femme, Akosiwa, qui préparait consciencieusement le dîner familial à base d'igname et de sauce arachide, s'arrête net, la cuillère en bois tremblante dans sa main. « Mais qu'est-ce qu'il vient de dire exactement » murmure-t-elle, incrédule. Kofi se lève brusquement de son fauteuil en plastique bleu, renversant presque sa tasse de thé au gingembre. Il vient de dire qu'il va rester président à vie. Ce poste de président du Conseil n'a aucune limite de mandat. C'est un coup d'État déguisé. Leurs voisins sortent précipitamment de leur maison en tôle ondulée, téléphone portable à la main, les visages marqués par l'incompréhension et une colère naissante. Les groupes WhatsApp des quartiers explosent de messages indignés. C'est un véritable coup d'État constitutionnel, tape rapidement à ma vie, une étudiante brillante de l'université de Lomé, ses doigts tremblants sur l'écran tactile. Dans les quartiers populaires de Niekonakpoé et d'Amoutive, la colère monte progressivement, comme une marée humaine. Les jeunes se rassemblent spontanément au carrefour stratégique, leurs voix s'élèvent dans l'air lourd du soir. Désiré, 23 ans, mécanicien qualifié mais au chômage depuis des mois, crie à ses amis d'enfance, il est là depuis exactement 20 ans, et maintenant il veut rester jusqu'à sa mort. Nos enfants vont connaître le même président que nous. Son ami fidèle Kodjo, la casquette de travers et le regard déterminé, ajoute avec une amertume profonde, mon père a connu son père, Gnassingbé Eyadema, au pouvoir pendant 38 ans. Moi, je n'ai connu que Faure, et maintenant, mes futurs enfants ne connaîtront que lui aussi. C'est quoi, ça? Une monarchie héréditaire? Au marché central, bouillonnant d'activité, les revendeuses, ces femmes courageuses qui font vivre leurs nombreuses familles en vendant des produits de première nécessité sous le soleil brûlant, discutent avec une animation inhabituelle. Maman Akouvi, 55 ans, vendeuse expérimentée de pagnes traditionnelles depuis plus de 30 ans, secoue vigoureusement la tête, mêlant tristesse et révolte. Mes enfants, il faut absolument que les choses changent dans ce pays. Un homme ne peut pas diriger une nation toute sa vie. Ce n'est ni normal ni démocratique. Une jeune cliente, Adjoa, étudiante en économie, ajoute avec pertinence, ma tante, dans les livres universitaires, on apprend que la démocratie, c'est l'alternance politique. Ici, au Togo, on n'a jamais vu ça de notre vivant. Au chantier Marie, un kiosque populaire du quartier animé de Tokoin, l'ambiance est électrique. Kofi, un chauffeur de taxi expérimenté de 38 ans, a frappé violemment du poing sur la table en plastique blanc, faisant trembler les bouteilles de bière. On en a vraiment marre. Depuis que je conduis dans cette ville, c'est toujours le même homme au pouvoir. Les routes sont toujours défoncées, les jeunes diplômés n'ont toujours pas de travail décent. Sur les réseaux sociaux togolais, l'indignation explose. Les hashtags Togo libre et Faure dégage apparaissent massivement. Une vidéo devient rapidement virale, partagée des milliers de fois, celle de maman Élise, une vendeuse courageuse de 50 ans du marché d'Agoé, qui crie avec passion face à son téléphone, « Nos enfants ne sont pas nés pour obéir aveuglément à des dictateurs. Nous ne sommes pas des moutons dociles. Le Togo, ce n'est pas l'héritage privé de sa famille, c'est notre pays à tous. » À l'université de Lomé,
l'effervescence étudiante est palpable et contagieuse. Les étudiants se rassemblent spontanément dans la grande cour principale, leurs voix se mêlant dans un brouhaha de protestation. Kossi, président charismatique de l'Union des étudiants, monte courageusement sur une table et s'adresse à la foule grandissante. « Mes frères et sœurs étudiants, ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays est inacceptable. Nous étudions consciencieusement la démocratie dans nos livres de sciences politiques, mais nous vivons concrètement sous une dictature habilement déguisée. La nuit tombe sur Lomé, mais l'agitation populaire ne faiblit pas. Dans le quartier résidentiel de Kodjo-Viakopé, des groupes déterminés de jeunes préparent minutieusement des banderoles colorées pour le lendemain, avec des marqueurs permanents et de la peinture acrylique. Ils écrivent leurs revendications légitimes, le Togo n'est pas un héritage familial. 20 ans de règne, ça suffit. Yao, un jeune artiste talentueux de 26 ans, peint consciencieusement à la faible lumière de son téléphone portable. Demain matin, nous sortons massivement dans les rues, pacifiquement, mais nous sortons. Ils doivent comprendre que nous ne sommes plus les jeunes résignés de 2005. Chez la famille Mansa, Kofi explique patiemment à ses enfants de 12 et 15 ans ce qui se passe. Mes chers enfants, dans une vraie démocratie, les dirigeants changent régulièrement. C'est comme ça que le peuple peut choisir. Mais ici, au Togo, on nous impose le même homme depuis que vous êtes nés. Sa fille, Ama, demande innocemment, « Papa, pourquoi il ne veut pas partir? Il n'est pas fatigué après 20 ans. » Ma petite fille, le pouvoir, c'est comme une drogue dangereuse. Plus on en a, plus on en veut, et certains oublient qu'ils sont là pour servir le peuple. Cette nuit restera gravée dans l'histoire comme celle où le peuple togolais a courageusement dit non à la dictature constitutionnelle déguisée. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré se réveille à 5h30, fidèle à ses habitudes militaires, lever tôt, exercice physique rigoureux, puis lecture attentive des dossiers urgents. Ce matin-là, son téléphone vibre sans arrêt. Les nouvelles alarmantes du Togo ont fait le tour des capitales africaines. Dans son bureau simple du palais présidentiel de Kosiam, Traoré reçoit son conseiller en communication, Mamadou Sangaré, visiblement agité. « Monsieur le Président, regardez les titres de ce matin. Toute la presse africaine parle de la situation explosive au Togo, et sur les réseaux sociaux, des millions de jeunes demandent votre réaction officielle. » Traoré parcourt les titres sensationnels et regarde pensivement par la grande fenêtre donnant sur la cour d'honneur du palais. « Mamadou, préparez-moi une conférence de presse exceptionnelle pour 10 heures précises. Il y a des choses qu'il faut dire publiquement. » Au Togo, la journée commence dans une atmosphère électrique. Dès 6 heures, des groupes déterminés de jeunes se forment dans les principales artères de Lomé. Ils portent fièrement des t-shirts aux couleurs nationales et brandissent des pancartes artisanales fabriquées pendant la nuit. Dans le quartier populaire d'Amoutive, Désiré, le jeune mécanicien, marche d'un pas déterminé avec ses amis vers le centre-ville. Aujourd'hui, nous montrons qu'on n'est pas des moutons dociles. Nous avons une voix, et nous allons la faire entendre. Mais rapidement, les forces de l'ordre se déploient massivement dans la capitale. Des véhicules blindés de la gendarmerie bloquent stratégiquement les principaux carrefours. L'atmosphère se tend dangereusement. Au carrefour de la poste centrale, une centaine de manifestants pacifiques scandent « Fort, dégage !» Alternance, alternance. Soudain, sans sommation, les gendarmes chargent violemment. Des grenades lacrymogènes sont tirées massivement, la foule se disperse en courant, les yeux brûlent de larmes. Plus de 80 personnes sont brutalement interpellées, selon les témoins. Amavi, l'étudiante, filme la scène avec son téléphone tremblant, regardez comment ils nous traitent violemment parce qu'on demande la démocratie. C'est inadmissible. À 10 heures précisément, à Ouagadougou, Ibrahim Traoré entre solennellement dans la salle de presse bondée du palais de Kosiam. L'assistance, composée de journalistes burkinabés et de correspondants internationaux, est silencieuse. Mesdames et messieurs, je m'adresse à vous aujourd'hui non pas seulement en tant que président du Burkina Faso, mais en tant que fils de l'Afrique, un jeune Africain qui croit fermement en la démocratie et en l'alternance politique. Il marque une pause, puis reprend avec émotion, ce qui se passe au Togo nous concerne tous. Une chaise présidentielle sans fin constitutionnelle est un piège mortel pour le peuple. Quand un dirigeant s'accroche au pouvoir par tous les moyens, il trahit l'essence de la démocratie. S'il n'y a pas d'alternance, il n'y a pas de démocratie. Le peuple togolais, comme tous les peuples d'Afrique, a le droit inaliénable de choisir ses dirigeants. Au Togo, la conférence est suivie en direct sur les téléphones portables. Chez les Mansa, Kofi, ému,
dit à sa femme, « Tu entends ça? Il y a encore des présidents courageux en Afrique qui défendent le peuple. » Akosiwa essuie une alarme. Enfin quelqu'un qui dit tout haut ce qu'on pense tout bas. Sur les réseaux sociaux, la déclaration de Traoré enflamme l'Afrique. Le hashtag Ibrahim Traoré dit la vérité explose. À Dakar, Khadija, une étudiante sénégalaise, tweetait « Traoré dit ce que tous les jeunes Africains pensent. Respect total. » Hashtag Togo libre. Au palais présidentiel de Lomé, l'ambiance est tendue. Faure, entouré de ses conseillers, suit la conférence avec un visage impassible. Il fait une courte apparition télévisée, le Togo respecte ses voisins et attend la même chose en retour. Chaque paix un modèle de stabilité. Nous appelons au dialogue constructif. Mais cette réponse diplomatique ne convainc personne. Sur les réseaux sociaux togolais, les commentaires fusent, il n'a même pas le courage de nommer Traoré. On voit qu'il a peur. Malgré la répression, les manifestations continuent. Des femmes organisent des sit-ins pacifiques devant les églises et les mosquées. À la cathédrale du Sacré-Cœur, Maman Akouvi dirige une prière collective, « Seigneur, donne-nous la force de nos convictions. Donne-nous un pays où nos enfants pourront choisir leurs dirigeants. » À Paris, dans l'Association des Togolais de France, Kofi Agbemadon organise une réunion d'urgence. Pour la première fois, nous avons un allié. Traoré parle pour nous. Il faut soutenir notre peuple. Cette nuit-là, dans les foyers togolais, beaucoup s'endorment avec un nouvel espoir. Ils ne se sentent plus isolés. Un jeune président africain a eu le courage de dire ce que tous pensent.